yeux, maintenez le contact, c'est votre voisin, il ne disparaîtra pas, il est là, essayez de faire le nécessaire. C'est ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas facile, j'en conviens, mais qui a dit que le gouvernement d'une nation était un dîner de gala? C'est fait de multiples difficultés, comme celle-là, où vous êtes obligé de parler avec la personne qui vous veut du mal, pour le bien de votre peuple, pour limiter les dégâts. Donc c'est ça que vous devez savoir, si ça n'a pas encore été envisagé, c'est dans l'intérêt bien compris de la nation congolaise. Vous dites que l'opposition demande au président de la République, c'est Élysée, je pense, c'est la deuxième question, de se prononcer sur le livre du professeur Bochab concernant la Constitution. Je ne sais pas d'abord, pour ne l'avoir pas encore lu complètement, si le président Bochab du PPRD, qui a écrit en sa qualité de professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa, a émis un avis quelconque sur un article particulier de la Constitution. Je croyais que c'était une réflexion sur le caractère révisable ou non des dispositions d'une Constitution. Et deuxièmement, je ne comprends pas très bien la rationalité qui pousserait un chef d'État, en sa qualité d'institution du pays, à commencer à polémiquer avec un scientifique qui réfléchit dans son domaine. Est-ce que le président serait aujourd'hui auteur d'une thèse qui s'opposerait à une autre thèse émise par un autre président? Non, nous sommes dans deux mondes bien différents. Il y a les institutions qui n'ont jamais ouvert de débat sur cette question. Il n'y a jamais eu un problème, ni au niveau du président lui-même, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni dans les cours et tribunaux, rien de rien. Il y a un scientifique qui est en train de réfléchir. Je vous ai cité ici un autre scientifique, le professeur Bagnakou, qui a réfléchi sur les concertations. Est-ce qu'il faut aussi demander au président de se prononcer sur ce que le professeur Bagnakou a dit, que les concertations, c'est ceci ou cela? Non, je ne pense pas qu'il faille réduire le président à ces polémiques d'école. Ce n'est ni son rôle, ni sa responsabilité. Il n'a strictement rien à voir. Les scientifiques ont la compétence, la capacité de pouvoir débattre des questions de principe, de pouvoir débattre des questions de philosophie, et le président de la République, le président, il gère un pays avec tout ce que cela comporte comme sensibilité, et en tous les cas, on ne se trouve pas dans un même air pour que le président ait à se prononcer chaque fois qu'un scientifique dans notre pays aura émis une opinion sur un problème de société. Je ne pense pas que c'est ça le rôle que nous avons dans notre Constitution donné à notre président. Donc il n'a strictement rien à dire là-dessus. C'est des scientifiques qui doivent lui opposer le débat, l'appuyer ou le contester. Ça, c'est entre scientifiques. La question sur la plateforme du président Léon Kengo Adondo au Sénat, qui a signé la déclaration et qui refuserait de participer aux concertations. Moi, je n'ai pas vu une déclaration de ce conclave de l'opposition refusant de participer aux concertations, à moins que je n'ai lu un autre texte. J'ai vu des conditions qu'ils ont mis pour, selon eux, améliorer cette initiative du président et la rendre plus compatible avec ce qu'eux considèrent comme l'intérêt général. Mais dire qu'ils ont refusé de participer aux concertations, à mon avis, c'est un peu pousser le bouchon loin. Alors, que la plateforme du président du Sénat ait signé la déclaration, qu'est-ce à dire? Le président du Sénat est, de par ses responsabilités institutionnelles, désigné membre du présidium des concertations par le président. Le président du Sénat a participé avec son collègue de l'Assemblée nationale à la rédaction de l'ordonnance. Il ne l'a pas fait en sa qualité de responsable d'une plateforme politique. Nous n'avons pas vu ça. Nous avons vu un exposé de motifs signé Léon Kengo Adondo, président du Sénat, et Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale. Alors, si on prend une initiative institutionnelle, évitons de mélanger les genres. Les politiques ont le droit de prendre leur position, l'institutionnel aussi. Il n'est pas interdit à un institutionnel de prendre une position, et je n'ai pas vu dans la position des politiques de l'opposition une opposition totale à 100% à l'idée qu'on ait ce forum.
Au contraire, il donne des conditions et nous pensons que bientôt, le président Kengo et le président Minaku vont s'asseoir avec eux pour essayer de rencontrer leurs points de vue et les amener eux aussi à rencontrer les points de vue des institutions qui ont pensé faire les choses pour des raisons que j'ai expliquées un peu plus haut. Au rond-point Gaba, dites-vous, la police est déployée pour éviter que les gens revendiquent. Ma foi, est-ce qu'on peut empêcher la police nationale congolaise d'être déployée en n'importe quel point du territoire congolais dès lors que la police, de par les informations qui sont à sa disposition, a des raisons de craindre qu'il y ait une perturbation de l'ordre public, même pour la manifestation la plus légitime possible. La police fait la régulation. Même un deuil peut être régulé. Souvenez-vous, les grands deuils de grands artistes, Franco Luambo, qui meurent. Vous n'avez pas vu la police déployée pour essayer de canaliser les gens, éviter qu'on se marche les uns au-dessus des autres? Est-ce que c'est ça brimer la liberté des gens qui venaient pleurer Franco? Non, la police met de l'ordre. Même lorsque les étudiants veulent manifester leur volonté, leurs opinions, la police doit être là pour aménager des passerelles de cohabitation entre ceux qui occupent la rue en manifestant et les autres qui ont aussi le droit d'occuper la rue en passant, soit vers leur boulot, soit vers leurs écoles. Pour ceux qui ne participent pas à cette manifestation, il faut cesser de diaboliser les forces de police. Lorsqu'elles se déploient, c'est qu'elles ont des raisons de croire qu'il est indispensable de garantir et la liberté de ceux qui manifestent et la liberté de ceux qui ne manifestent pas, mais qui se rencontrent dans la rue. C'est la police l'arbitre. Et s'il y a eu des arrestations, c'est qu'il y a eu des excès. Je ne vois pas quelle inimitié pourrait exister entre des fonctionnaires de la police et des étudiants, dont certains sont leurs enfants, leurs jeunes frères, leurs jeunes sœurs. Il n'y a pas d'inimitié. Mais lorsque vous provoquez du désordre, lorsque vous gênez la circulation, vous gênez d'autres citoyens, c'est la police et la police seule qui peut aider les autres à user normalement de leur droit de circuler, et vous aidez-vous à ne pas vous faire menacer par des personnes qui ne partagent peut-être pas votre point de vue. C'est ça le rôle de la police. Il faut encourager cela parce que c'est ça un fondamental de l'état de droit. On ne fait pas ce qu'on veut dans un état de droit. On fait des choses qui vous permettent d'exprimer votre liberté, mais en même temps, on doit tenir compte de là où commence la liberté des autres, et c'est la police qui y veille. Il n'y a aucun mal à cela. La question de Radio RTGA, si la brigade de la MONUSCO est opérationnelle ou pas, ils ne font rien. Non, nous ne partageons pas cette assertion. La brigade internationale est en plein déploiement. La brigade internationale a même commencé ses patrouilles. La brigade internationale interagit avec les FARDC. Et donc, il y a des choses que les FARDC font, mais qui n'ont pas nécessité, jusqu'au moment où nous parlons, un recours à la brigade internationale. Parce que dites-vous bien que l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 n'ont pas eu pour effet de déresponsabiliser l'État congolais, de déresponsabiliser les FARDC dans la sécurisation du territoire congolais. La première responsabilité revient aux FARDC et au gouvernement. Et donc, lorsque Moutao est attaqué, lorsque Roussayo est attaqué, les FARDC vont au feu. Et lorsqu'ils estiment qu'il y a un débordement, qu'il y a un besoin d'un renforcement, sachez bien que les commandants travaillent en synergie totale. Ils communiquent entre eux et vous avez vu vous-même le communiqué musclé que la MONUSCO a lancé pour mettre en garde les gens du M23. Nous apprécions cela, mais jusque-là, nos FARDC n'ont pas eu besoin de cet appui de la part de leurs partenaires de la MONUSCO. Ne vous en plaignez pas, au contraire. Vous qui avez toujours reproché aux FARDC de ne pas avoir les moyens de défendre ce pays, pour une fois qu'elles sont capables de défendre le pays sans avoir recours aux amis, qui sont pourtant là pour ça, nous devons être contents au lieu de gloser. Nous devrions être contents que nos forces soient capables de faire face à une menace comme celle-là. Lorsque viendra le moment où, face au caractère massif de l'agression, il faudra faire recours à nos partenaires, dites-vous bien que le commandant local va immédiatement faire jouer
le réseau de communication qui existe entre lui et les commandants de la brigade, et les choses se feront correctement. Nous n'avons aucune inquiétude quant à ce. Pourquoi sommes-nous sur la défensive? Pourquoi ne pas continuer jusqu'au Rwanda? Nous n'avons aucune intention d'agresser un pays étranger, même si nous avons des réserves. Nous condamnons l'attitude belliqueuse, l'attitude inamicale et hostile du gouvernement rwandais. Nous n'avons pas l'intention d'être fauteurs de guerre dans la région. Je pense que c'est pour cela que nous avons mérité de la solidarité et de la région, et de l'Afrique, et de la communauté internationale. Donc nous n'allons pas déroger à ce principe. Ce qui s'est passé hier a été un coup de semonce pour ceux qui croyaient que la République démocratique du Congo était toujours ce ventre mou où l'on pouvait entrer n'importe quand. Nous allons continuer dans ce sens-là. C'est ça la politique que le président de la République a élaborée, dont il est le commandant suprême. Au sujet des concertations nationales, l'opposition, dites-vous, exige une commission mixte paritaire pour y aller. Nous pensons que ce serait le meilleur moyen de tuer la Constitution, c'est-à-dire faire en sorte qu'une autre autorité que le président de la République puisse exercer les attributions dévolues au président de la République par l'article 69 de la Constitution. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas un refus de pouvoir associer les gens à faire ceci ou cela, mais l'initiative, le droit d'initiative, le devoir plutôt d'initiative incombe au président et au président seul. Lisez l'article 69. On ne le lit pas suffisamment avant de poser de telles questions. Donc, ou de soulever de telles objections. On n'a pas à faire agir une commission mixte ou quoi. Et mixte paritaire, ça veut dire qu'on nie les résultats de l'élection de 2011. On fait comme si le peuple n'a pas choisi une majorité et une opposition. Mais une démocratie fonctionne sur cette base-là. Si nous voulons des concertations ayant un caractère institutionnel, on ne peut pas négliger la photographie de ces institutions telles que le peuple les a constituées. Il y a une majorité, il y a une opposition. Pourquoi avons-nous écrit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur cette base-là? On n'a pas demandé qu'il y ait une représentation paritaire, qu'il y ait 100 députés de l'opposition, 100 députés de la majorité. C'est tous les députés, c'est-à-dire une majorité de la majorité et une minorité de l'opposition, qui ont voté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pourquoi, lorsque nous avons discuté de la réforme de notre administration électorale, de la CENI, on n'a pas demandé qu'il y ait le même nombre de la majorité de l'opposition? C'est parce qu'on reconnaît qu'il faut photographier les institutions telles qu'elles ont été attitrées par le peuple souverain. C'est pourquoi il y a 6 de la majorité, 4 de l'opposition, et personne ne s'en est plaint. Pourquoi seulement dans cette initiative-ci, on doit faire table rase de la volonté du peuple souverain, qui a institué une majorité et une opposition? Mais ces choses-là seront mieux débattues par les deux présidents qui fonctionnent en présidium, mais ce sont des principes, pour moi, qu'il faut rappeler. Médard Mbouyal nous demande de définir la cohésion nationale. D'autres l'appellent union sacrée. Quand est-ce qu'on parle d'union sacrée ou de cohésion nationale? Lorsque votre pays est soumis à des périls qui risquent même de faire disparaître sa substance, qui risque même de faire disparaître son existence, il est de bonne politique de pouvoir mettre de l'eau dans son vin, quelles que soient les revendications légitimes que l'on pourrait avoir, pour se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire conjurer les périls, conjurer la menace. C'est à cela que le président appelle, et à rien d'autre. Il n'a pas mis en place les concertations nationales pour qu'on puisse revisiter les élections. Les élections ont été jugées par la Cour suprême de justice. Il n'a pas mis en place les concertations nationales pour qu'on puisse se partager le pouvoir. La Constitution a déjà prévu la dévolution des pouvoirs. Il a mis en place les concertations nationales pour répondre à ces menaces graves qui remettent en cause l'existence d'un pays qui s'appelle République démocratique du Congo, dont il a la charge et dont il est le garant de l'existence et de l'intégrité. Et il estime que le vrai problème, c'est la cohésion des Congolais face à ces ennemis de la paix. Si nous sommes
agglomérés, si nous sommes unis, il est possible de faire entendre raison à ces gens-là. Voilà le sens qu'il faut donner à ce concept de cohésion nationale. S'il y en a une autre, je ne demande pas mieux que d'en discuter avec ceux qui pourraient la développer, et nous en parlerons. Mais dans notre esprit, dans notre entendement, c'est cela, la définition de la cohésion nationale. Et vous dites, le Rwanda nous a attaqués en remettant en cause sa signature dans l'accord cadre. Non, c'est une perception qui ne reflète pas la juste réalité. Le Rwanda a attaqué la communauté internationale. Et les réactions de M. Hervé Latsou, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui pilote les processus de maintien de la paix, est éloquent. Il a condamné vertement la position du Rwanda. Le Rwanda a attaqué la CIRGL et la réaction du président du gouvernement tanzanien est éloquente aussi, qui condamne cette attitude du Rwanda. Donc, ce n'est pas contre la RDC seule, c'est un défi aux nations civilisées du monde, aux nations civilisées d'Afrique qui ont pris une résolution à Addis Abeba avec la participation du Rwanda et que le Rwanda remet en cause. Donc là, c'est tout le monde qui est derrière nous et c'est un défi aussi à la Société des Nations à travers le Conseil de sécurité qui a pris la résolution 2098 que le Rwanda essaie de déchirer et qui conteste cela. Donc, il ne faut pas ramener cela à un simple tête-à-tête entre le Rwanda et nous. Non, c'est un défi dont nous ne comprenons pas la rationalité vis-à-vis du monde entier parce qu'on a pris de mauvaises habitudes d'avoir raison contre toutes les évidences et on croit que cela va aller jusqu'à la nuit des temps. Ce n'est plus possible. Je pense avoir rencontré des questions de cette vague. John Chitende, Mirador Télévision. Monsieur le ministre, l'opposition multiplie des conditions pour participer aux concertations nationales. Vous aussi, vous le pouvoir. Ce n'est pas pour rien que vous avez cité l'ouvrage du professeur Banyakou. J'ai la nette impression que vous voulez fixer les règles du jeu ou sinon mettre des garde-fous quant à l'issue réelle de ces assises. Alors, monsieur le ministre, avec les décors tels que plantés, vous ne craignez pas qu'on est parti vers un véritable dialogue des sourds ou tout simplement nous sommes partis à travers ces assises au finish risque d'apparaître comme une montagne qui va enfanter d'une souris, comme toujours d'ailleurs. Merci, monsieur le ministre. Fiske Mandonga, Canal Congo Télévision. Monsieur le ministre, j'aimerais revenir sur les affrontements meurtriers des dimanches. Quel a été l'apport de la brigade internationale d'intervention parce que nous avons quand même vu ce qui s'est passé sur terrain, ce n'est pas arrivé il y a quelques temps. Quel a été donc l'apport, de quelque nature que ce soit? Concernant les concertations nationales, Monsieur le ministre, certains opposants accusent la majorité au pouvoir d'instrumentaliser la question de la fragilité du pays, due notamment à la guerre, appelant à une cohésion nationale. Et puis, en même temps, on reproche à la majorité une légitimité du peuple mal obtenue. Alors, par rapport à cette question de concertation, quel serait pour vous les justes milieux, puisque tout à l'heure, vous avez fait part de la fermeté du gouvernement? Merci. Monsieur le ministre, Amen Dimoni pour Numérica TV et Tropicana FM. Monsieur le ministre, première question, c'est... On parle de ces concertations et vous avez très bien dit que chaque pays a des problèmes. Et moi, je pense qu'il revient au service ou aux différentes structures de ces pays de régler ces problèmes. Vous avez parlé aussi de la finalité, justement, de ces concertations. Pourquoi le chef de l'État, aujourd'hui, a besoin des autres et pourquoi faire? C'est ma première préoccupation. La deuxième, monsieur le ministre, c'est... La question a été posée, mais vous n'avez pas répondu vraiment. Quelle est la réponse du gouvernement à cette grogne des chefs des travaux et des assistants? Monsieur le ministre, l'entrée en jeu de Shebab dans ce qui se passe à l'Est, est-ce qu'il n'y a pas de raison de craindre vraiment? Et puis, ma dernière préoccupation, c'est celle liée à ces accusations du Rwanda, contenues dans le document que vous nous avez montré. Sur quoi le Rwanda se base-t-il pour accuser la RDC et la MONUSCO par rapport à cela? Merci. Merci.
Monsieur le ministre, Daniel Safou du journal Le Point Saillant Plus. Monsieur le ministre, au début, n'est-ce pas, votre exposé, vous avez fait allusion au professeur Mignakou, c'est-à-dire au scientifique. J'aimerais moi aussi partir d'un scientifique, Habermas. Dans son ouvrage intitulé L'agir communicationnel, monsieur le ministre, Habermas parle de l'autodestruction pragmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le sujet se détruit par son propre argumentaire. Je m'arrête là, je ferme la parenthèse. Je m'en vais vous poser la question, monsieur le ministre. De vous-même, vous avez dit tous les pays ont des problèmes, monsieur le ministre. Vous, en tant que gouvernement, nous pouvons identifier les problèmes dans l'ordre des possibilités. Moi, j'identifie pour mon pays. Je commence par, au lendemain des élections, les problèmes commencent par là. Un peu plus tard, il y a eu la guerre à l'Est. Voilà autant de problèmes que je peux identifier. Si vous allez ajouter un autre, tant mieux. Mais, monsieur le ministre, j'ai l'impression, non l'intention, de remarquer, vous relativisez les problèmes, les vrais problèmes que les évêques ont commencé par poser, ensuite la classe politique. C'est-à-dire, le pays va se déchirer parce qu'il n'y a pas eu de bonnes élections. Mais le gouvernement semble occulter cette affaire. Or, les opposants, parce que nous sommes ceux-là qui ont suivi les conclaves avec acuité, le vrai problème soulevé par les opposants, les élections. Les vrais problèmes. Mais quand vous allez au niveau du gouvernement, il ne faut même pas attention au gouvernement. Je reviens à la question de mon confrère de Mirador. Monsieur le ministre, identifions les problèmes. Les peuples nous regardent. Je vous remercie. Julie Sefou-Biwan, je reviens sur la présence d'El Chebab. On aurait appris une quelconque présence au rang des rebelles. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur quels éléments crédibles le gouvernement peut se baser pour nous dire, pour faire un peu un état des lieux, ou carrément ce serait peut-être un moyen tel que les plus avertis pour eux le dire, un moyen pour peut-être attirer l'attention de l'Occident qui justement ne mérite pas qu'un régime ou une autorité soit entretenu par les islamistes, et comme ça on pourrait rapidement nous venir en aide, un peu comme le cas du Mali et le reste. Je reviens un peu, non pas suffisamment, hein. Alors je reviens aussi sur la réforme des FRDC. Ça frisera un peu, selon certains éléments qui étaient mis à la porte, une sorte de règlement des comptes par rapport aux ex-phases, justement. Il semble qu'ils soient nombreux à être remerciés, mais de la pire de façon. Mais alors, à quand est-ce que vous confirmez d'abord ça? Ça, c'est la première préoccupation. Mais dans un cas ou dans l'autre, il devrait vider le camp. Ça se ferait quand et par quel mécanisme, quand on sait déjà la lourdeur de notre administration aussi? Merci, c'est Blaise Bassomboli, ITV. Monsieur le ministre, ma question porte sur l'affaire Diomi Ndongala. Au moment où nous parlons, il est encore incarcéré au CPRK, alors qu'il y a une décision des juges. Selon cette décision, il devait plutôt être mis en résidence surveillée. Et la semaine dernière, la MONUSCO, à travers le représentant spécial du secrétaire général adjoint chargé des droits de l'homme, a lancé un cri d'alarme par rapport à son état de santé. Alors ma question, c'est celle de savoir à quel niveau se pose le problème pour l'exécution de cette décision judiciaire. Merci. Pas la décision de la MONUSCO, mais la décision judiciaire. La décision judiciaire. Okay. Merci, monsieur le ministre. Fabien Lumbala, Télé 50. À moins que je vous ai mal compris, vous semblez souligner une pression extérieure sur le Congo pour continuer à dialoguer, continuer la diplomatie avec le Rwanda au-delà de la guerre que ce pays livre à la République démocratique du Congo. C'est identifié, c'est l'armée rwandaise qui fait la guerre au Congo par la pseudo-rébellion M23. Alors, quelle est cette puissance qui fait pression sur la RDC, vous empêchant de prendre une décision ferme, de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda? Vous avez suivi Patrick Karegeya, ça doit être Karegeya. Voilà, vous l'avez suivi depuis l'Afrique du Sud. Il dit que Ntaganda n'est pas la bonne personne qu'on juge à la CPI. Et vous avez suivi également qu'il a identifié voilà, la nationalité de Ntaganda. Quelle est la position de la République démocratique du Congo? Parce que toutes les vérités sont sur la table. C'est bon?
Monsieur le ministre, Blaise Poko de Lingala Facile. La rédaction Lingala, attendons que son Excellence réponde au deuxième tour et puis vous allez prendre la parole pour la langue nationale. La question de Mirador concernant la multiplication des conditions par l'opposition, qu'il juxtapose aux règles du jeu que nous, majorité, nous voudrions fixer, et qui puissent confiner à une sorte de dialogue de sourds ou à une montagne qui va accoucher d'une souris. Je voudrais d'abord dire que les règles du jeu sont institutionnelles. Et dans un état de droit, sauf si on va réécrire les fondamentaux de l'état de droit, les principes qui sont fixés dans une constitution ne font pas l'objet de débats ou d'interprétations en dehors de la Cour constitutionnelle. Ni l'opposition, ni nous n'avons le pouvoir d'interpréter les dispositions ou les prescrits de la Constitution. Et lorsque la Constitution donne des pouvoirs à une institution, comme le président de la République, de prendre des initiatives du genre de celles qu'il a prises en convoquant les concertations nationales, je ne sais pas quelle est la légitimité d'un débat, fût-il entre l'opposition et nous, pour savoir s'il faut appliquer la Constitution ou pas. Est-ce que dans un état de droit, ce genre de débat est permis? Pas du tout. Si quelqu'un trouve que le président a violé la Constitution, puisqu'il a fondé son initiative sur la Constitution, mais le chemin est ouvert. C'est à Gombe, c'est à moins de 500 mètres d'ici que siège le juge constitutionnel. On peut leur poser la question de savoir si le président se trouve dans ses prérogatives constitutionnelles ou non. Donc ne mélangeons pas le débat juridique constitutionnel avec les arguties politiques. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons en politique, mais lorsque vient le moment d'appliquer la Constitution de la République, je pense que le politique doit céder le pas à la rigueur de l'application du prescrit de la Constitution. Il n'y a donc pas des règles à fixer, non, la Constitution a déjà fixé qu'en pareil cas, c'est le président qui prend seul l'initiative. L'opposition veut que le président partage l'initiative avec elle, c'est-à-dire veut violer le prescrit de la Constitution. C'est ça que nous disons que ce n'est pas possible. Mais il y a d'autres choses qui ne concernent pas la Constitution, que l'opposition a dites, qui peuvent être rencontrées. Voilà tout ce qu'on peut dire. CCTV demande l'apport de la brigade internationale d'intervention dans les affrontements qui ont eu lieu à Goma. J'ai eu le temps de vous dire que les FARDC n'ont pas eu besoin d'en appeler à leurs partenaires de la brigade d'intervention. Si les FARDC avaient fait un tel appel, une telle requête, et que la brigade internationale s'était dérobée, nous penserions qu'il y aurait problème. On n'a pas eu besoin de cela, mais la brigade d'intervention a suivi à la minute près tout ce qui se déroulait. La concertation était permanente, la coordination était permanente, les informations circulaient de manière très fluide, comme la résolution 2098 le recommande. Ils travaillent avec les FARDC. Donc nous n'avons rien à nous plaindre du comportement de la MONUSCO ou de sa brigade d'intervention. Hier, les choses se sont passées comme je vous l'ai dit. Si demain notre armée avait besoin d'un coup de main, nous n'avons aucune raison de douter que ce coup de main sera donné par la brigade qui est là pour ça, effectivement. Deuxième question de CCTV, s'agissant des concertations nationales. L'opposition accuse le gouvernement d'instrumentaliser la fragilité de la situation sécuritaire. Si je dois pénétrer bien le sens de cette question, cela veut dire que pour l'opposition, la situation sécuritaire n'est pas fragile, qu'en réalité ce pays ne court aucune menace, que nous rêvons, nous sommes encore dans nos lits, lorsqu'on nous dit, que nous apprenons qu'un pays voisin a attaqué des positions, que 10 de nos militaires sont morts, c'est des rêves, il n'y a rien, que 120 assaillants ont été tués, il n'y a rien, qu'on a tué un chef de village à Kamango, non, c'est un rêve, que 55 000 de vos compatriotes, des gens comme vous, ils ont le même droit que vous, d'être dans leur pays et dans leur village.
sont en train d'errer dans les montagnes de Budibungyo, où il y a des neiges éternelles, près du Rwenzori. Non, ce n'est pas un problème. Non, tout va bien. C'est le gouvernement qui veut instrumentaliser. Non, sachons de quoi nous parlons. Est-ce que ces choses sont réelles ou non? Est-ce que notre pays a été attaqué ou non? Est-ce que nous avons perdu plus de 5 millions de personnes depuis toutes ces dernières années ou non? Un Congolais ne peut pas réfléchir comme ça, sauf à vouloir faire le lit de ceux qui agressent le Congo. Et je suis sûr que quand l'opposition parle comme ça, il y a quelqu'un qui boit un verre de lait quelque part dans un pays voisin. Alors vraiment, arrêtons d'aider les ennemis de notre pays. Alors, on parle de légitimité mal obtenue, mais qui décide de la qualité d'une légitimité dans un état de droit? C'est le juge constitutionnel. Quel est l'arrêt que vous pouvez citer, que l'opposition peut nous produire, qui indique que la légitimité des institutions actuelles a été mal obtenue? Zéro. Au contraire, toutes les décisions coulées en force de choses jugées par le juge constitutionnel indiquent bien que la légitimité des institutions qui sont en place est inattaquable. Le monde entier, que ce soit l'Afrique, que ce soit le Conseil de sécurité, reconnaît la légitimité de nos institutions. Alors, sur base de quoi? Est-ce que c'est messieurs, parce que vous n'aimez pas quelqu'un, il suffit de proclamer comme ça, légitimité mal obtenue pour que ce soit vraiment une légitimité mal obtenue? Non, mal obtenue dans votre tête, parce que vous êtes mauvais perdant, parce que vous ne savez pas digérer une frustration électorale, voilà tout. Donc ça n'a rien à voir avec la réalité. Et de fait, il est curieux que cette légitimité, soi-disant mal obtenue, ne concerne qu'une institution, alors que deux institutions ont fait l'objet du vote de 2011 par la même administration électorale que nous avons remaniée parce qu'elle avait des dysfonctionnements. Mais curieusement, la légitimité mal obtenue ne concernerait que l'institution président, parce que ceux qui contestent cette légitimité, eux, ils siègent dans l'institution Assemblée nationale, élus le même jour par les mêmes électeurs, sous la conduite de la même administration électorale. Mais à qui fera-t-on croire une telle ineptie? Ça, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ou bien toutes sont illégitimes, ou toutes sont légitimes. Et en fait, au terme de la décision de justice, toutes les institutions actuellement en place sont légitimes. C'est un débat qui n'a aucune raison de nous faire perdre du temps. La troisième question, chaque pays a des problèmes et on nous demande pourquoi le chef de l'État a besoin des autres et pourquoi faire. Mais quels autres? Le président de la République a lancé un appel à son peuple. Il ne faut pas que 300 messieurs à Kinshasa se réunissent et décrètent que c'est eux qui deviennent le peuple congolais. Le président a appelé tout le monde. Si vous voyez dans l'ordonnance, il y a des chefs coutumiers, ils se sont prononcés. Si vous voyez dans l'ordonnance, il y a la société civile, elle s'est prononcée favorablement. Si vous voyez dans l'ordonnance, il y a les institutions, y compris les institutions électives qui ont autrement plus de légitimité que d'autres. Alors, qui s'est prononcé? Parce qu'un segment se prononce, ça devient les autres. Non, le président veut toute la nation. Il n'a pas dit « je veux l'opposition politique qui va se réunir en conclave ». Non, c'est la nation congolaise. C'est tout le peuple congolais. Donc on peut avoir des nuances, on peut critiquer, c'est permis, mais prétendre qu'il n'y a que ces gens-là, quand on parle de la nation congolaise, ce sont ces gens-là et personne d'autre, je pense que c'est un peu excessif. Il faut trouver vraiment le juste milieu pour exprimer certains concepts lorsque nous voulons les exprimer devant l'opinion. On nous parle des grèves des chefs des travaux de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est un mouvement social. On ne peut pas en même temps dire que nous ne respectons pas les fondamentaux d'un état de droit, la liberté d'expression, et faire comme si on reprochait au gouvernement qu'un groupe social comme les enseignants, comme les membres du corps scientifique, puissent être laissés libres d'exprimer leurs frustrations, leurs déceptions. C'est ce qui se passe. Et ils discutent avec leur employeur qui est l'État, et je n'ai aucun doute que
comme on l'a fait avec les professeurs, on trouvera un modus vivendi avec cette catégorie-là. Je ne vois pas là ce qui pourrait nous permettre de fouetter un chat. C'est normal, c'est un mouvement social. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, c'est peut-être un autre groupe. C'est ça, la respiration normale d'une société démocratique. Il n'y a rien à dire, puisqu'il y a des frustrations de statut. On peut leur donner aujourd'hui 10 000 $. Je suis sûr que quelqu'un dira c'est pas assez. Et c'est comme ça, demain on va ajuster, on va en tenant compte évidemment des capacités du pays, mais nous continuons à parler avec eux. Nous n'avons pas encore atteint une conclusion. Lorsqu'elle sera trouvée, notre collègue de l'ESSUR vous fera un compte rendu là-dessus. Les Chebabs sont effectivement chez nous. Ils sont signalés au Kivu, c'est la société civile qui a sonné l'alerte. Et nous faisons tout pour que, de la même façon que nous avons asséché la mare pour la LRA, qui a été obligée de se délocaliser vers la République centrafricaine et le Sud-Soudan, que nous puissions en finir avec les Chebabs pour qu'ils disparaissent du grand nord du Kivu. Vous nous demandez les preuves sur lesquelles le Rwanda s'appuie pour lancer toutes ces accusations infamantes contre la RDC. C'est au Rwanda qu'il faut poser cette question. Nous n'avons pas vu de traces de ces preuves dans la lettre que le secrétaire général, le secrétaire général des Nations Unies a reçue de la part de Mme Louise Mushikiwabo, la ministre rwandaise, ou le président du Conseil de sécurité a reçu de l'ambassadeur Gassana, qui représente le Rwanda auprès des Nations Unies. Il y a simplement des termes assez génériques, hein, des éléments fiables et vérifiables indiquent que, des informations de sources dignes de foi parvenues au gouvernement rwandais indiquent que. Est-ce que c'est cela une preuve? Dire des informations de sources dignes de foi? Il faut nous donner des éléments. Lorsque nous disons que le Rwanda héberge les criminels congolais, nous citons Runiga, c'est un nom, c'est une personne. Nous citons Garouye, c'est un nom. Mais lorsqu'ils disent des officiers congolais sont allés se réunir avec les FDLR, c'est qui? Quel est le nom de l'officier qui est allé se réunir? Ça ne suffit pas. Donc il n'y a pas de preuve. Il y a simplement une gesticulation de propagande pour justifier ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, pour qu'on puisse dire oui, on comprend quand même, ils se défendent, c'est pourquoi ils attaquent la RDC. La question du point saillant sur notre citation du professeur Banyakou, il l'a contrebalancé avec une citation d'Habermas, l'autodestruction du sujet par lui-même. Eh bien, je pense que nous pouvons considérer que ceux qui veulent nous faire sortir de l'ornière de la consolidation des institutions que notre peuple s'est données sont en train de détruire, de scier l'arbre sur lequel eux-mêmes sont assis. Et dans la longue liste des exercices de concertation, de dialogue, de conférences que j'ai citées depuis 60, il est considéré que dans plusieurs cas, tous ceux certains qui ont initié ces dialogues, d'autres qui ont essayé de les récupérer en leur imposant des considérations qui n'avaient rien à voir avec les intérêts nationaux, ont été les premiers à pâtir de ces situations-là. Je ne vais pas revenir sur cette longue liste, mais vous-même, vous avez suivi que la plupart des gens qui ont mis en place ce type d'activité, à la fin, se sont retrouvés gros gens comme devant, accusant d'autres forces d'avoir raflé la mise. Conférence nationale souveraine. In fine, Mobutu est tombé. Est-ce que c'est les gens de la conférence nationale souveraine qui ont pris les choses en main? Non. On a accusé même Laurent Désiré Kabila d'être une sorte d'intrus, comme s'il n'était pas congolais. Pourtant, il n'était pas dans cette dynamique-là de partage de pouvoir, en dehors des mécanismes mis en place avec la participation de la population. On a voulu prendre un raccourci. Il faut me mettre. Moi, je représente la légalité. Sans élection, sans quoi? Donc, voilà, pour moi, ceux qui s'auto-détruisent, c'est ceux qui veulent prendre des raccourcis avec les principes fondamentaux qui régissent un état de droit. Et c'est ce que nous constatons dans certaines positions, pas toutes, heureusement. L'opposition
dans certaines positions, a fait preuve de beaucoup de sagesse, mais dans certaines positions que je considère comme maximalistes, comme celle consistant à remettre en cause le pouvoir du président de prendre une initiative ou d'exiger que des étrangers viennent nous superviser. Donc là, quand même, c'est un peu excessif. Ils s'autodétruisent et je vous donne raison à cet égard-là. Vous dites nous avons des problèmes. Et vous listez dans ces problèmes les élections. Oui, nous avons eu un problème sérieux. Le vigoureux contentieux électoral qui a suivi les élections. Mais vous ne me direz pas que ce problème n'a pas été traité par l'instance qui est chargée par notre Constitution de le traiter. Si on a un problème de contentieux électoral, croyez-vous que c'est à l'opposition, elle-même partie prenante du contentieux, de traiter ce problème-là? Vous croyez ça? Que la majorité va accepter que l'opposition décide du résultat d'un contentieux électoral? Non. Pas plus que l'opposition n'acceptera que la majorité décide du résultat du contentieux électoral qu'il oppose, elle, l'opposition, à la majorité. C'est pourquoi la Constitution a confié ce problème à la Cour constitutionnelle. Vous ne nierez pas que la Cour a siégé. Vous ne nierez pas que parmi ceux qui contestent aujourd'hui la légitimité des institutions en place, il y en a qui ont eux-mêmes déposé ce recours devant la Cour constitutionnelle. Fallait-il que la Cour leur donnât raison pour que l'on puisse considérer le litige comme clos? Parce que la Cour ne leur a pas donné raison, le litige reste ouvert. C'est ça le respect qu'on doit aux institutions de son pays. On veut arriver au pouvoir, mais en même temps on est incapable de respecter les institutions du pays. Comment voulez-vous qu'on vous respecte, vous, lorsque vous serez à la tête des institutions? Voilà des questions que nos amis devraient se poser. Donc on a eu un problème des élections, mais il a été réglé. C'est ce que vous avez oublié de dire. Il a été réglé, il n'existe plus. Par contre, nous avons les problèmes de la guerre. Et la guerre n'a pas commencé après les élections. Là, je vous reprends tout de suite. C'est depuis 1998 que ce pays est agressé de manière récurrente de la part du même autre pays voisin, le Rwanda. Depuis 1998, les épisodes de Kisangani, tous les autres épisodes, vous les connaissez. Donc, ne créez pas le monde à partir de l'élection de 2011. Le monde a existé avant. Le Congo a eu ses problèmes bien avant. L'agression que nous sommes en train d'essayer de conjurer est intervenue bien avant. On a parlé de 5 millions de morts avant même qu'on ait ces élections de 2011. Alors, on met tout cela sur perte et profit parce que les élections, parce qu'il y a des mauvais perdants qui expriment des frustrations? Non, non. Le peuple est différent des gens qui sont frustrés à cause des élections. Il ne faut pas faire un mélange de genres. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dans l'intérêt du peuple. Et finir cette guerre est réellement dans l'intérêt du peuple. Et le vrai problème, c'est ce problème-là. Julie Sefou nous parle de Chebab. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un moyen pour attirer l'attention de l'Occident? Et elle dit pour obtenir le soutien qu'elle estime pas assez. Si ce soutien n'est pas assez, mais qu'est-ce qu'on pourrait appeler un soutien suffisant? Lorsque des gens envoient leurs enfants se faire tuer pour vous, lorsqu'ils disent qu'ils sont prêts à donner leur sang, et qu'ils ont décidé que ce soit seulement des Africains, parce que les Africains ont plus intérêt à se sacrifier pour leurs frères que d'autres. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus d'un partenaire? Je ne vois pas pourquoi vous dites que c'est insuffisant. Non, nous estimons que c'est beaucoup ce qui a été fait, puisqu'ils sont déjà sur place. Alors, avions-nous besoin d'en rajouter avec des légendes sur les Chebab? Pour quelle raison? Nous avons déjà obtenu au mois de février ce que nous souhaitions comme solidarité, que nous plaidions depuis plus d'1 an. On l'a obtenu en février à Addis Abeba, on l'a confirmé à New York. C'est après ces étapes que des informations sont arrivées, il y a à peine 2 mois et demi, que des Chebab somaliens sont aux côtés de l'ADF Nalu. Alors, pourquoi vous devez lier cela? C'est une information, nous ne pouvions pas la taire. Pour quelle raison on va la taire? Nous avons des éléments qui indiquent que les Chebab somaliens sont là. Qui aurait imaginé que des Afghans seraient au Mali? Alors, on allait dire aussi que les Maliens exagèrent pour avoir la solidarité. Est-ce qu'on n'a pas vu ces gens mourir sous les balles des Français ou des Tchadiens? Donc, il ne faut pas minimiser comme ça les problèmes auxquels votre pays est confronté. Il y a un problème sérieux dans le Grand Nord avec l'arrivée, l'entrée en lice des Shabab
somaliens comme mercenaires aux côtés de l'ADF Nalu. Il nous suffit même de dire ADF Nalu pour pouvoir obtenir la solidarité, parce que l'ADF Nalu n'est pas congolaise. Ce sont des étrangers, autant que les Chebabs. Alors pourquoi est-ce que l'ADF Nalu ne vous pose pas problème, mais les Chebabs somaliens vous posent problème? Non, c'est tous des étrangers. Exactement comme les FDLR, exactement comme la LRA. Donc c'est encore un groupe étranger qui est venu. Nous avons le devoir d'en informer notre peuple, parce qu'il faut gouverner dans la transparence, et nous avons le devoir d'informer nos partenaires, ceux qui nous aident à nous débarrasser de cette pieuvre. Les FRDC, avec la mise en place que le président a fait dernièrement, ce serait un règlement de compte des ex-FRDC. Mais qui est le numéro 1 des FRDC? Si on fait un règlement de compte contre les ex-FAS, le général d'armée Didier Etumba, 4 étoiles, ce n'est pas un ex-FAS? Alors, on règle des comptes à qui? Puisque le chef, le numéro 1, c'est un ex-FAS. Et vous vous dites on règle des comptes aux ex-FAS. Comment on peut régler des comptes à des gens, mais leur donner le commandement au plus haut niveau, au top niveau des FRDC? Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui est arrivé à l'âge limite, ou quelqu'un qui a dû être révoqué pour un mauvais comportement, et qui essaie de rationaliser. Mais, vous savez, cette histoire de retraite, de mise à la retraite, ne doit pas être perçue comme une punition. Généralement, on élève même en grade la personne, surtout si elle sort honorablement. C'est ce qui a été fait avec des généraux 3 étoiles qui sont devenus des généraux 4 étoiles, mais mis à la retraite parce qu'il y a une limite d'âge. Il y a un moment où le corps ne répond plus, où il faut absolument permettre à quelqu'un qui a rendu de bons services de se reposer, tout simplement. Il ne faut pas dramatiser cela, il ne faut pas criminaliser cela. Ils n'ont fait aucun tort au pays. On va les honorer, il y aura de grandes cérémonies, ils seront même cadotés, si je comprends bien. Et donc, je ne pense pas qu'il faille vraiment considérer que c'est pour les punir. Il est vrai que c'est des gens qui ont fait plus longtemps dans l'armée, ils viennent d'une armée qui a existé, où ils sont entrés peut-être avant d'autres qui sont venus après, dans le processus de la lutte. Donc ils atteignent avant les autres l'âge limite. C'est tout, c'est comme ça que les choses se passent. Blaise de ITV, sur l'affaire de l'honorable Diomi Ndongala, j'ai été un peu choqué par l'idée que c'est la MONUSCO qui donnerait des ordres à notre justice, que Diomi soit amené en résidence surveillée plutôt qu'en prison. Mais à quel titre? Sur base de quel principe? Une mission des Nations Unies va donner des ordres à la justice congolaise? Même le gouvernement n'est pas attitré à donner un ordre à la justice. Alors comment la MONUSCO pourrait donner un ordre? Peut-être un souhait, ils peuvent avoir émis un souhait, encore qu'il s'agit d'un problème judiciaire, un problème de l'administration pénitentiaire. Est-ce que le CPRK n'est pas considéré comme une résidence surveillée, dans le cas de quelqu'un contre lequel, à 2 reprises, la justice a eu à craindre qu'il puisse prendre la fuite? Une fois, il a pris la fuite et il a ridiculisé les institutions en prétendant qu'on l'avait enlevé. Vous savez tous que c'était faux. Personne n'avait enlevé Diomi, parce qu'il est incapable de dire même qui le détenait et où est-ce qu'on le détenait. Et deuxièmement, on l'a pris au Beach Ngobila essayant de quitter le pays. Alors, comment pouvez-vous empêcher la justice de prendre des mesures conservatoires contre un tel prévenu et de dire qu'on ne peut pas lui appliquer les mêmes largesses au risque de le voir prendre à nouveau la poudre d'escampette? C'est à la justice à apprécier. Cessons de devenir nous tous des juges, des procureurs. On a une institution dont nous voulons en même temps garantir l'indépendance, mais quand il y a un ami qu'on connaît qui est dans une situation plus ou moins délicate avec cette institution, on commence à sortir des oukases. On ne donne pas des ordres à la justice congolaise. C'est elle qui sait comment appliquer les dispositions qu'elle prend elle-même. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet-là. La pression, selon Télé 50, extérieure sur le Congo, pour continuer à dialoguer avec le Rwanda. Quelle puissance exerce cette pression? Je n'ai pas dit qu'on exerce sur nous, j'ai dit qu'on a exercé sur nous une pression et que c'est cela qui a permis qu'au mois de février, nous puissions obtenir, de manière assez aisée du reste, la signature par tous, y compris le Rwanda, de cet accord cadre sur lequel nous nous appuyons maintenant pour le prendre en défaut lorsqu'il essaye de continuer à déstabiliser la situation de sécurité.
Donc, il n'y a pas de pression. Nous sommes nous-mêmes convaincus qu'il est bon que celui qui, aujourd'hui, pose problème puisse être avec nous dans les instances où nous cherchons la solution. C'est une conviction des autorités qui dirigent la République démocratique du Congo. Donc nous n'obéissons à aucune pression, de la même façon que je viens de vous dire que nous n'acceptons pas que même la MONUSCO fasse des pressions sur notre justice. Nous n'allons pas accepter que quelqu'un nous dise quand il faut rompre avec le Rwanda, quand il faut maintenir avec le Rwanda. Non, on nous a conseillé qu'il était mieux dans les intérêts nationaux que nous puissions continuer à parler avec le Rwanda et dans le cadre de la CIRGL et dans le cadre de l'Union africaine, et c'est ce que nous faisons. Donc ce n'est pas une pression, c'est une perception que nous avons de nos intérêts nationaux, et jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas encore démontré en quoi cela peut gêner les 10 intérêts nationaux. Parce que la guerre, la fin de la guerre, ce n'est pas un spectacle, c'est l'intelligence, c'est projeter une stratégie, c'est projeter un raisonnement. Et donc il ne faut pas croire que la guerre, on l'a fait par bravade, il faut insulter celui qui est en face de soi, il faut attaquer le premier, dès qu'on entend une menace, il faut jeter une bombe là-bas, et tout ça, ce n'est pas comme ça qu'on règle des problèmes aussi délicats. Nous avons 70 à 73 millions d'âmes à préserver. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Le colonel Karegeya, de son exil en Afrique du Sud, a remis en cause la nationalité de Ntaganda. Alors quoi? Vous voulez que le gouvernement interagisse avec le colonel Karegeya, personne privée, réfugié en Afrique du Sud? Quand il dit quelque chose, nous devions réagir? Non. Nous devons attendre. Nous avons dans nos registres de notre armée un certain Ntaganda Bosco de nationalité congolaise. Or, nous apprenons depuis, avant même sa fuite, et maintenant, avec la déclaration de Karegeya, qu'il serait un citoyen rwandais. Nous avons un élément qui peut nous permettre de confirmer ou d'infirmer cela. C'est la Cour pénale internationale, devant laquelle il va comparaître, ou il est en train de comparaître. Il y a une identification. La République est représentée par des avocats à la CPI. Nous saurons bien comment la CPI, qui est une institution, là, le gouvernement, pourra s'assurer clairement, va identifier Ntaganda. Il peut être identifié comme Congolais. OK. S'il est identifié comme non-Congolais, nous allons tirer la conclusion qu'il a usurpé la nationalité congolaise, jusqu'à se faire nommer dans l'armée à des rangs très élevés. C'est une infraction. Vous le voyez ici avec les Chaloupa et les autres. Nous ne laissons pas passer ce type d'infraction. Il sera poursuivi à ce moment-là. Mais polémiquer, parce qu'un colonel en exil en Afrique du Sud a dit que Ntaganda est chose, non, c'est une information. Nous l'avons déjà eue. Nous attendons de la confirmer pour en tirer les conséquences en termes institutionnels. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Et je voudrais recevoir notre ami de Lingala peut-être à mon bureau. C'est beaucoup mieux pour moi. Merci encore. Eh bien voilà, mes téléspectateurs, le point de presse du ministre Lambert Mende Omalanga, notre tour de table. Tasalila koko mamenga panzi balondi ba aritan setu sangani wa mukomina walingwala mwaba udi chibamba luchi abafunye mwana jibangu mudi chinguma mbira bukalenga fuma kujenza muyi kumpera kwa baka munakamba bafunye mwana jibangu bonso batulanga na wabeo wakudi nyande menene ibidi.